Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 78e épisode de Dans les Gradins. Ou l'épisode? C'est pas de la grosse classe cette semaine, Mathieu, mais Damon Severson, shout-out. J'avais choisi Pierre-Édouard Bellemare. Je sais pas si on est d'accord avec lui. Parce que Damon Severson, là, c'est un patin réversible, cette affaire-là. Un patin réversible. Okay. Ça patine pas à moitié. Bref, peu importe qui c'est cette semaine, ça fera pas long feu. Aujourd'hui, pour le 78e, plusieurs choses au menu. Un petit coup de circuit côté baseball majeur, puisque la finale qui débute dès ce soir entre les Jays et les Dodgers, on en parle et nos prédictions qui vont suivre. Par la suite, côté LNH, on s'est dit pourquoi pas, après 7, 8 ou 9 matchs, tout dépendamment de l'équipe, choisir une recrue qui nous a surpris ou qui nous épate un peu cette saison, que ce soit positif ou négatif. J'ai été côté positif, je sais pas pour Phil. Finalement, côté Formule 1, bien sûr, c'est le Grand Prix du Mexique cette fin de semaine. On en jase avec Manon qui va joindre à nous, évidemment. Par la suite, Sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 78e. Mais pour débuter le tout, Phil, on parle de Jays contre Dodgers. On va en parler brièvement, mais avec assez... Il y a beaucoup de points d'interrogation, je crois, dans cette série-là. Là, on a appris aussi les deux lanceurs partants pour le match de ce soir en Blake Snell et Trey Savage. Blake Snell qui connaît des séries éliminatoires lamentables. Il est incroyable. Pas perdu un match. 28 retraits surprises en 3 rencontres, ce qui est sensationnel. Pour vrai, ça fait aucun sens. Et Trey Savage aussi qui connaît de bonnes séries éliminatoires, seulement qu'une défaite à sa fiche. On en pense quoi de cette série-là, Phil? Puis on va entrer dans nos prédictions par la suite. Écoute, c'est sûr que ça va être une série de tous les instants pour moi, je pense. Ça devrait, j'espère que ce sera une série disputée chaudement. J'y crois. Je vois pas de raison pourquoi les Jays peuvent pas rester dans le coup face aux Dodgers. Évidemment, c'est la même discussion-là des lanceurs partants du côté des Dodgers. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir. J'ai lu un très bon article de Sportsnet d'ailleurs à cet effet concernant justement vraiment, c'est une performance historique là, ce que les lanceurs partants des Dodgers sont en train de faire présentement. Cette rotation-là constituée de 4 gars, il y a Blake Snell, Tyler Glasnow, il y a Yamamoto et puis... il y a Ohtani aussi qui se rajoute à Blake Snell. Il y en a techniquement 5 en plus qui sont de grande taille. Et écoute, ça laisse pas beaucoup à désirer, franchement, comme rotation partante. Je sais même pas comment on pourrait vouloir mieux. Évidemment, c'est classique Dodgers avec ces salaires-là qui sont incroyables. La plus grosse masse salariale de la Ligue est de loin. Cela dit, les Blue Jays sont pas tellement loin dans ce classement. Cette discussion-là non plus, ils sont 5e parmi les équipes qui payent leurs joueurs le plus cher. Donc, c'est 2 équipes gros marché, des gros joueurs, des gros lanceurs. Parlons de ces lanceurs-là un peu, Mathieu. C'est ça, l'article de Sportsnet que je mentionnais un peu plus tôt. Il y a des statistiques que j'ai jugées très intéressantes à l'intérieur de l'article. En fait, on divisait dans un groupe de 290 équipes parce que ce chiffre-là vient simplement du fait que il y a 290 équipes qui ont joué en série depuis qu'ils ont ajouté le wild card, qui était en 1995. Donc, si on regarde ces 290 équipes-là, c'est intéressant parce que les Jays et les Dodgers ont chacun une statistique où ils se retrouvent premiers parmi les 290 équipes qui auraient joué en série depuis 1995. Et pour ce qui est des Dodgers, c'est évidemment au niveau de la moyenne de points mérités pour la rotation partante. On a fait donc une moyenne de la moyenne de points mérités, essentiellement. Donc, si on est pour aller chercher justement le chiffre en faisant une division là, sur les 4 lanceurs, on obtient 1,40 de moyenne de points mérités pour la rotation partante. Puis ça, c'est pour les équipes qui ont joué plus de 5 matchs, ou un minimum de 5 matchs, pardon. Et depuis le 1er septembre, également, en 25 départs, ils ont seulement alloué 24
points mérités. Donc, c'est moins de... on est sous le 1, là. C'est incroyable quand même comme statistique. Et ça témoigne juste de l'excellence de ces lanceurs-là, puis de ce que les Dodgers ont réussi à rassembler comme alignement. Écoute, je peux pas te mentir, quand je regarde ça, c'est juste comme comment tu fais même pour rivaliser avec quelque chose comme ça. C'est une machine de baseball, puis c'est tellement bien coordonné comme alignement. Écoute, on peut difficilement demander mieux, mais là où ça se complique, c'est justement au niveau des releveurs. On le sait qui ont des petits problèmes. Puis ça, je pense que c'est le talon d'Achille pour les deux équipes. C'est les releveurs. Et la question, c'est qui pourra chasser plus rapidement les lanceurs partants. De ce côté-là, c'est peut-être avantage Dodgers parce que de ce que j'ai observé, je pense que là c'est anecdotiquement, mais j'ai l'impression que les lanceurs partant des Jays, on les voit pas trop se rendre passer la 6e, la 7e, ou en tout cas rarement, je te dirais. Donc, je sais pas. Je suis un peu peut-être inquiet à ce niveau-là. J'ai peur que les releveurs, encore une fois, puissent être ce qui va coûter le match aux Jays, mais ça pourrait être le cas pour les Dodgers également. Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre, cette discussion-là. Et c'est ça. Si les partants des Dodgers peuvent durer 6-7 manches, c'est comme je te disais, Mathieu, je pense que c'est à ce moment-là que pour Toronto, ça va être difficile, mais il va y avoir, je pense, dans cette série-là, des fins de match mouvementées. Ouais. Si on peut rester dans le coup, si on est à quelques points de différence, 1, 2, 3 points de différence, on est arrivé à la 7e, tout peut se produire, absolument. Puis je pense qu'il va peut-être avoir des remontées de fin de match, des histoires hallucinantes comme ça. On risque d'en voir dans cette série-là. Je pense que les matchs ne seront pas finis tant qu'ils ne sont pas finis. C'est un cliché, mais il va falloir jouer vraiment jusqu'au bout. Puis faire confiance à l'offensive des Jays qui a été phénoménale. Les Jays, c'est là qui se démarquent d'ailleurs parmi ces 290 équipes qui ont participé aux séries depuis 1995. C'est le meilleur WRC+. Puis ça, je ne sais pas si tu connais la statistique, Mathieu. Je vais t'expliquer ça. J'avais trouvé la définition. OK, donc c'est Weighted Runs Created Plus. Et puis, ce que ça veut dire, c'est une statistique de baseball, essentiellement, qui mesure la contribution offensive d'un joueur ajustée pour prendre en compte des facteurs externes comme le stade et l'époque. Ah, OK. Oh, wow. Ouais, c'est vraiment un bon indicateur de l'offensive d'un joueur. Ça. Oui, il y a vraiment comme un ajustement qui se fait. Le baseball, ils sont très bons pour ça, plus que la LNH, je trouve. Comme ils ont des statistiques très ciblées, avancées. Ouais. Et le WRC Plus des Jays, donc la contribution offensive des joueurs, c'est une moyenne qu'on a fait encore ici. C'est de 143. Puis pour te donner une idée, à peu près 100, c'est la moyenne. Puis 143, ça se serait placé comme, je pense, juste au-dessus de Pete Alonso, comme en 8e ou en 9e place cette saison. Fait que c'est comme si tous les joueurs des Jays étaient au 8e rang de la ligue pour cette statistique-là. Fait que c'est phénoménal. C'est phénoménal. On n'a jamais vu quelque chose comme ça depuis, c'est ça, justement, une trentaine d'années. Parmi ces équipes qui ont participé aux séries, les 290 équipes, c'est évidemment le meilleur. Et de loin, je pense que les Red Sox étaient 2e en 2007 avec comme 135. Donc, même pas tellement proche non plus. C'est peut-être un peu moins également. Les Jays, il y a une nette avance à ce niveau-là. Puis ça veut juste dire, dans le fond, que tout le monde contribue puis que, globalement, la moyenne de WRC Plus est juste beaucoup au-delà des attentes puis de toute autre équipe dans le circuit. Les retraits surprises sont passés d'un taux de 17,8% à 14,8% en série. 17,8%, c'est déjà très, très bas. C'était parmi les meilleures équipes de la Ligue. On a encore diminué de 3%. Donc,
on se fait retirer surprise encore moins souvent du côté des Jays. Puis ça, c'était une statistique franchement, on n'a peut-être même pas besoin d'améliorer, mais on va le prendre, le 3% supplémentaire. Déjà une équipe qui strike out pas beaucoup. Et pour la production de coups de circuit aussi, qui était une des préoccupations, parce que les Jays, c'est une équipe assez moyenne à ce niveau-là. On était à .162 en saison régulière. Je pense que la moyenne des équipes au baseball majeur était à .159, fait que juste autour de la moyenne. Et maintenant, .227 en série. Donc, ça s'est nettement amélioré à ce niveau-là aussi. Donc, il y a beaucoup de statistiques à l'appui pour l'offensive des Jays. Qui démontre que c'est une offensive diversifiée, capable de faire mal à l'adversaire de beaucoup de différentes façons et avec beaucoup de différents joueurs. Il y a Bichette qui vient se rajouter à ça en tant que frappeur désigné aussi. Fait que je pense que ça peut simplement aider. On l'espère. On espère qu'il sera en mesure de retrouver sa forme assez rapidement. Mais tout pointe dans la bonne direction côté offensif puis côté défensif. On sait que c'est une équipe qui a été bonne toute la saison. Donc, il n'y a pas beaucoup de faiblesses quand je regarde l'équipe. Il n'y a franchement pas grand-chose que je me dis, OK, ça, c'est un problème, à part peut-être justement les releveurs. Mais est-ce que les releveurs, simplement les releveurs, c'est assez pour complètement abattre tout ce que cette équipe-là fait de bien? Je ne peux pas voir que ça va être les releveurs seulement qui vont leur causer l'entièreté de la série, peut-être un match, mais sur le long terme, je pense que les statistiques globales de l'équipe vont faire pencher la balance en faveur des Jays. Dodgers en 6. Va falloir énormément pour détrôner ce qui se passe au Monticule. Je pense pas que les Jays ont affronté une équipe comme les Dodgers encore aujourd'hui. Clairement, c'est l'équipe favorite, c'est les Dodgers. Clair, net et précis. Shohei Ohtani a finalement réveillé ses esprits dans le match crucial, le match numéro 4 de sa dernière série. C'est une équipe qui a perdu un match jusqu'à présent en séries éliminatoires. Et c'est pas une équipe qui s'attend d'en perdre encore plus que ça. J'ai mis en 6 parce que justement, c'est une offensive forte. Puis je veux pas être ce genre de gars-là pessimiste, mais je pense pas que George Springer dure la série. Je crois qu'il va rester blessé, malheureusement, en début de série. Il ne pourra pas revenir au jeu, ce qui va évidemment causer un énorme trou dans l'alignement des Jays. Avant de te laisser à savoir à combien tu as les Jays qui vont remporter cette série, parce que clairement, c'est dans cette direction qu'on s'enligne. Je voulais aussi mentionner que Vladimir Guerrero Jr., si les Jays remportent cette série et que la tendance se maintient, il aura de loin le meilleur OPS de l'histoire des séries éliminatoires. Et l'OPS, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est cette habilité-là de se rendre sur les buts tout en frappant en puissance. Fait que tu as l'idée du contact qui est puissant, mais aussi du contact pur, et donc de se rendre sur les buts, parce qu'évidemment, tu sais, des gars comme Barry Bonds, c'est soit que ça sort, soit que tu te fais retirer surprise. Il n'y a pas de milieu, c'était ça, mais Vladé qui est bon à faire des deux en séries éliminatoires. Je peux présumer que c'est Jays en 7. C'est Jays en 7. Je me suis dit, c'est correct, Jays en 7. Je suis pas contre Jays en 7 du tout. J'ai bien hâte de voir. Le premier match, il est remporté par quelle équipe, Phil, en terminant ce petit segment? Je vais avec les Jays pour remporter le premier. Une bonne performance de Trey Savage. Oui, on l'espère. On le souhaite. On le souhaite évidemment. On sera un peu à l'affût de ça entre ça et un match de hockey, bien sûr, qui sera sur les ondes du Code 93.5. Côté LNH, Phil, on parle pas de joueurs qui, tu sais, baseball, c'était juste des joueurs qui sont là depuis des années, qui roulent dans les deux alignements. On parle des recrues, parce qu'il y en a beaucoup cette année qui font lever des sourcils. Et hier, lorsqu'on se disait quelle recrue tu veux, je suis pour l'idée de se donner une conférence. Tu as hérité de l'Est. Et j'ai réalisé assez facilement que l'Est était juste stacké de recrues. Et que l'Ouest en avait pas nécessairement qui m'émerveillait. Ouais, mais c'est côté Est, c'est bizarrement comme c'est très focusé sur certaines équipes. Comme il y a vraiment des équipes qui sont plus riches que d'autres. Comme c'est oui, le Canadien notamment. Mais... Il y a une recrue là-dedans qui va passer inaperçue, que je vais donner une mention honorable à que
je m'attendais pas que tu mettes. Celle que tu as mis, je suis 100%. Je vais te laisser commencer d'ailleurs. Oui, yeah. Parce qu'il a le droit d'avoir la première parole. Le mien n'est pas si intéressant que ça. Okay. Fait qu'on va te laisser avec ta recrue qui surprend le plus jusqu'à présent dans la Ligue en début de saison. Puis comme dès que tu m'as dit je prends l'Est, comme je pense que j'avais déjà un nom assez clair en tête. Puis il y en a quelques-uns d'ailleurs chez les Red Wings de Détroit, mais le plus important ou le plus impressionnant de la gang présentement, c'est certainement Emmett Finney, qui est un joueur de centre gaucher originaire de l'Alberta et 20 ans maintenant, Emmett Finney. Une histoire atypique, un parcours atypique, je devrais dire. Je parle pas nécessairement de son parcours personnel, mais plutôt de son parcours hockeyistique, professionnel. Un joueur qui a été repêché déjà 201e au total, donc en 7e ronde. Quand on arrive dans les 200, c'est comme... L'attente est longue dans les estrades. L'attente est longue et puis c'est assez rare qu'on va voir des joueurs passer la marque des 200 se faire une place dans la Ligue nationale de hockey. C'est arrivé. Il y a des joueurs même derniers au repêchage ou avant-derniers qui ont fait des grandes choses. Les Red Wings sont bons. Tu sais, t'as les Datsuk, les Zetterberg de ce monde qui se sont fait repêcher en 7e ronde, sont devenus des superstars. Absolument. Puis ça a souvent été avec des joueurs européens parce que c'est des marchés un peu plus cachés. Puis les Red Wings ont toujours été bons avec le recruteur. Ils ont eu toujours une bonne équipe de recruteurs capables d'aller dénicher justement des espoirs comme ça ou des joueurs qui étaient peut-être un peu sous-développés au moment de les repêcher, mais qui avaient du potentiel. C'est une habileté, c'est une philosophie aussi d'équipe de miser sur des joueurs comme ça qui... n'ont peut-être pas tous les attributs qu'on recherche immédiatement, mais d'avoir justement cette vision-là, cette appréciation-là d'un joueur au-delà de ce qu'il est présentement, c'est pas toutes les équipes qui font ça, c'est pas toutes les équipes qui sont prêtes à faire ce pari-là. Il y en a qui sont après la réputation, préserver la réputation. Regarde, je peux pas aller repêcher ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Un peu comme Moritz Seider, quand il a été repêché 6e au total il y a quelques années. Absolument. Pas personne s'attendait que ce soit Seider. Absolument. Et regardez aujourd'hui. Tout à fait. Vaut plus qu'un 6e choix maintenant. On est d'accord, Moritz Seider. Donc, je pense que du côté de Détroit, c'est juste une philosophie qui est à la bonne place, qui est axée sur le développement, juste entourer les équipes ou entourer les joueurs plutôt des meilleures ressources possibles pour justement leur permettre de s'épanouir dans l'organisation. Et qu'est-ce qui se passe avec Emmett Finney? Donc, je vous le dis, repêché 201e choix de 7e tour en 2023. Et puis, c'est la saison suivante. Cette année-là, quand même, avait connu une saison de 35 points en 64 matchs. C'est correct. C'est pas des statistiques qui vont faire de toi un premier choix au repêchage, clairement pas. Dans la Ligue de l'Ouest. Dans la WHL avec les Blazers de Kamloops. Et puis, évolue avec Harrison Brunick aussi, d'ailleurs, notamment. Notamment, oui. Oui, et... c'est une équipe qui connaissait quand même un certain succès au niveau junior. Cette année-là, ils ont joué quand même 14 matchs de série. L'année suivante, l'équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries et beaucoup moins forte, mais au contraire de l'équipe, il y a un joueur qui semble émerger de tout ça, puis c'est Emmett Finney. Il passe de 35 points en 64 matchs à 59 en 62. Un gros saut quand même qui s'est fait entre la saison 2022-23 et 2023-24. 19 buts, 40 passes donc pour Emmett Finney lors de cette saison-là. Va jouer aussi 3 matchs avec les Griffins de Grand Rapids. Et pour la saison 2024-2025, donc la saison dernière, encore une fois avec les Blazers de Kamloops, une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour les séries une fois de plus, mais Finney, contrairement à son équipe, continuait de justement se développer, d'exploser vraiment, parce que 84 points, Mathieu, en 2024-2025, l'année dernière, 37 buts, 47 passes en 55 matchs. Donc, une saison qui,
je vais pas dire est sorti de nulle part, mais quelque chose qu'on avait. C'est une amélioration qui est constante. Ouais, pour une amélioration qui est constante et qui est assez fulgurante aussi quand même. En deux saisons au niveau junior, de passer de 35 à 84, c'est quand même assez spectaculaire, surtout dans la WHL aussi, qui est une ligue... La plus compétitive maintenant de ce jour. Absolument. Une ligue compétitive, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Finney, donc, qui avec ses 84 passes, ses 84 points en 55 matchs, tout d'un coup, semblait un peu plus semblait valoir un peu mieux qu'un choix de 7e ronde. Mm-hmm. Et là, en effet, ça mène avec les Grand Rapids de Griffin pour sa deuxième apparition avec le club école. Et là, ça commence à produire de ce côté-là aussi un but 4 passes en 10 matchs pour 5 points. Et super. C'est quand même bien pour ce saut-là qui est assez difficile quand même vers la AHL. Et c'est cette saison donc qui s'amène avec les Red Wings de Détroit. Présentement, 3 buts, 4 passes en 8 matchs pour un total de 7 points, fiche de plus 6 également. Il évolue sur le premier trio, premier avantage numérique. Premier trio, effectivement, porte. Première vague. Oui, absolument. On lui a donné une opportunité, puis c'est vraiment un joueur qui a juste pris son opportunité, puis qui en a fait le meilleur, sans aucun doute. Et 23 mises en échec également, ce qui le place 29e au niveau du circuit. Ça, c'est une statistique que aussi, on n'attend pas nécessairement une recrue d'être aussi dominant, aussi présent côté physique. C'est assez rare de voir ça. C'est quand même un joueur qui a un bon gabarit à 6 pieds 1, 195 livres. Donc, quand même un joueur de bonne taille et pourtant possède aussi une très belle vitesse quand même, Emmett Finney. Et un bon lancer aussi. Je pense que son lancer, c'est vraiment une des choses qui l'a aidé justement à aller chercher ces points-là lors de ses 3e, 4e saisons junior. Peut-être quelque chose qui n'avait pas nécessairement développé. On le voyait plutôt au début comme un centre responsable des deux sens de la patinoire. Ouais. Et là, tout d'un coup, se développe un lancer assez violent aussi. Donc, c'est toutes des choses qui ont fait en sorte qu'il est devenu un joueur menaçant, même au niveau professionnel maintenant. Donc, je pense qu'on peut peut-être parler d'un autre coup de génie côté Red Wings de Détroit. Le classique. Et la finition qui est là pour lui, j'ai vu aussi que quand il était sur le premier, deuxième trio, augmentait les buts, comment on dit ça, les expected goals, donc les buts anticipés pour son trio. Donc, clairement fait des bonnes choses sur la patinoire. Puis, permet à son équipe de générer des chances. Puis, c'est un gars aussi qui semble vraiment avoir cette capacité-là aussi de finir des jeux. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on recherche. Mais c'est super pour les Red Wings, dans le fond, parce que c'est une équipe qui a été un petit peu critiquée. Le Yzer Plan, on le mettait en question un peu parce qu'on trouvait que peut-être les jeunes, les recrues se développaient pas aussi bien qu'on le voulait. Mais là, tout d'un coup, on a ce joueur-là qui arrive, qui vient vraiment donner un petit peu d'espoir là, dans le camp de Détroit. Il y a aussi Branson Nygaard qui se débrouille bien également. Donc, il y a plein de choses là à surveiller à Détroit, mais je pense que c'est clairement Emmett Finney qui est au sommet de la liste. Oui, il y a une raison pourquoi Dylan Larkin a 13 points pour débuter la saison. Puis clairement qu'Emmett Finney a un rapport dans le mix. Dans l'Ouest, c'était beaucoup plus difficile. Tu avais les noms comme Yves Bouhim qui, personnellement, je trouve que c'est une fraude. Ce défenseur-là qui est purement offensif, aucunement défensif. Moins 8 sur la saison, 5 points et aucun point dans ses 3 derniers matchs pour Yves Bouhim. J'ai passé à côté. Je me suis arrêté brièvement sur Beckett Seneca. Puis après ça, je me suis dit non, merci. 5 points en 7 matchs, mais un autre rendement négatif. C'est un bon gars d'avantage numérique. Pas plus qu'il faut. La personne que je trouve qui a une plus grande influence sur son équipe, et même si les Ducks présentement sont en série, l'équipe juste derrière, c'est les Blackhawks de Chicago. Et notamment grâce au travail défensif du jeune Sam Rinzel. Sam Rinzel, c'est un défenseur qui est arrivé très tard la saison dernière. Il a joué 9 matchs dans l'organisation des Blackhawks de Chicago. Puis dès le début, l'avant-dernier match du Canadien, c'était contre les Blackhawks de Chicago. Et les seules choses que j'ai retenues de ce match, c'est Connor Bedard, pas très bon.
2, Frank Nazar meilleur que Connor Bedard. Et 3, Sam Rinzel. Il vient d'où, ce roux-là? Genre, ce rouquin-là arrive dans la ligue et est super bon des deux sens de la patinoire. Un jeune de Minnesota qui est très grand, assez large, très bon des deux sens, mais aussi très agile à la ligne bleue. A ce flair offensif-là qu'on a... Tu sais, on avait Connor Murphy, là, côté Chicago, pour des années. C'est pas un corps arrière d'un avantage numérique, Connor Murphy. Là, t'amènes Alex Vlasic, qui était le corps arrière pour une saison l'an passé, et Sam Rinzel, qui, après 5 matchs, a déjà pris son poste. Déjà, clairement, il s'est solidifié dans l'équipe. Écoute, c'est 3 points cette saison pour Sam Rinzel en 8 rencontres. Tu te dis, c'est pas extraordinaire, mais c'est un rendement positif de +2 avec une équipe qui avait besoin de son apport défensif. Il évolue sur la première vague d'avantages numériques, il joue sur le premier trio avec justement Bedard, Donato et compagnie. Je crois que c'est Burakovsky sur la gauche. Puis après ça, tu le vois un peu partout, il joue 20 minutes par rencontre. Il y a 14 matchs sous son aile et il joue déjà 20 minutes et plus par match, deuxième dans son équipe derrière Vlasic. Je me dis, son impact est clairement ressenti sur cette équipe-là qui est remplie de jeunesse. J'ai nommé Nazar Bedard, il y a aussi Spencer Knight qui connaît une saison incroyable, Spencer Knight. Un excellent match hier pour soutirer une victoire au Lightning de Tampa Bay aussi. Artyom Leshunov qui a 2 points en 7 matchs, un peu plus reconnu, joue sur un deuxième duo défensif. Puis pour Sam Rinzel, vite fait pour savoir à peu près où on anticipait qu'il était. C'est un choix tard de première ronde. C'est pas un choix de 7e ronde quand même être fini. 25e au total en 2023 aussi. Puis c'est un produit de l'Université du Minnesota. Évolué dans la NCAA, connu de grands moments, bon surtout un excellent système de Hockey State, comme ils l'appellent. Connu de ses meilleurs moments aussi dans le junior IHF quand l'équipe américaine a remporté le championnat en 2024. Il était là. Avait plus un rôle défensif avec justement les Yves Bouim de ce monde qui s'étaient joints à cette équipe-là. Les Hudson aussi, plus Cole que Lane. Lane qui n'était pas là, évidemment, il jouait avec les Canadiens. Fait que non, c'est un joueur qui commence à impressionner énormément, même avec 14 matchs sous son aile. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire, mais clairement que Jeff Blushill lui donne énormément de confiance là, avec cette brigade défensive-là. Fait que... C'est un privilège aussi comme recrue d'arriver dans une équipe comme ça où il n'y a pas tellement de vétérans établis qui vont manger des grosses minutes. C'est juste comme une équipe où tout est ouvert, le temps de glace va en fonction de comment tu joues. Il n'y a pas de jugement de valeur qui est fait à la base. C'est ça. Je pense que c'est une équipe qui est jeune puis qui joue pour les jeunes aussi, qui favorise le développement des jeunes. Et puis, c'est un milieu qui est très adéquat pour les Sam Rinzel, les Frank Nazar. Donc, je m'en étonne pas trop que les Hawks, comme ça, ont un petit début de saison en force. Je pense que c'est quand même une anomalie statistique un petit peu. Comme tu regardes les statistiques avancées, c'est comme, OK, il y a des problèmes dans cette équipe-là, mais il y a des joueurs qui se débrouillent bien et qui shine quand même à travers tout ça. Puis je pense que c'est pas le seul aussi qui s'est fait donner tout de suite une place de premier plan à sa première saison. Emmett Finney, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il a déjà joué un match autour de 19 minutes, et ça en tant qu'attaquant. Donc, ça fait beaucoup de minutes. Matthew Schaefer aussi, je pense qu'il... mais lui, c'était un choix évident. Là. Je pense qu'il menait chez les Isles en temps de glace il n'y a pas si longtemps. 19 ans, le jeune. Il est incroyable. Mention honorable aussi à un gars que tu ne vois pas quand tu regardes les recrues sur le site de la LNH. Dans la Ligue nationale de hockey, tu as 3 gardiens qui sont des recrues cette année. Tu as Colton Ellis, tu as Yaroslav Askarov et tu as Jacob Dobeš. Eh bien, Jacob Dobeš mène présentement la Ligue dans tous les statistiques par rapport aux gardiens de but et aurait probablement été mon choix si j'avais été du côté de l'Est. Faut pas sous-estimer la présence des gardiens, surtout dans le trophée Calder. On regarde les points et tout, tu te dis, wow, Demidov a 6 points, Kapanen a 6 points, t'as Schaefer à 7 points qui mène la Ligue, Emmett Finney à 7 points aussi. Tu te dis, wow, ça va bien. Mais les gardiens ont aussi un énorme rendement. Avec les statistiques folles de Jacob Dobeš, un 9,50 et un 1,46.
La course va être très serrée. Ouais, c'est pas quelque chose qui va se maintenir sur une saison en entier, évidemment. Non, évidemment. Mais ça peut l'aider justement à garder des statistiques assez élevées à un début de saison en force comme ça. C'est sûr que ça peut l'aider, surtout s'il joue pas beaucoup de matchs. Parce que Montembeault pourrait quand même avoir une bonne charge de travail également. Pas s'il continue comme ça. Ouais, pas s'il continue comme ça, mais moi, je prédis que ça va être proche d'un even split, là, peut-être. Un petit 40, ouais, 42 là. Donc, de jouer comme un total de matchs qui est pas trop élevé à sa première saison, je pense que ça peut l'aider aussi à garder des bonnes statistiques. Fait Absolument. Il y a du potentiel. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui semblent jouer en faveur de Dobesh aussi à surveiller. Mais c'est difficile. Tu compares des pommes et des oranges. C'est quand la dernière... Est-ce que tu sais, c'est quand la dernière fois qu'un gardien a remporté le... Ah, là, faut que je rentre dans mes souvenirs. Steve Mason l'avait remporté en 2009. Est-ce que c'est le dernier? Sûrement. Là, je vais te laisser vérifier. Ouais, je crois que mon dernier recours sera Steve Mason parce que tu as eu McKinnon en 2013. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Ouais. 2009, Steve Mason, si je ne me trompe pas, l'année qu'il l'a remporté. Steve Mason, 2008-2009. Tu as eu Andrew Raycroft aussi qui l'avait remporté tout juste avant lui. Les Blue Jackets de Columbus. Andrew Raycroft. Wow. Ouais, il l'avait remporté. Pas un gardien qui a nécessairement eu un gros impact par la suite. Il y a eu une incroyable saison avec les Bruins de Boston. Ouais. S'est fait transiger aux Maple Leafs de Toronto et après ça, il est juste mort sur la scène. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce gardien avec énormément de talent. Ouais. Mais content de... Ouais, mais ça fait 14 ans. Et non, plus que ça, ça fait 16 ans déjà de Steve Mason. Il a disputé 61 matchs. À sa saison recrue, ouais. Sa saison recrue, Steve Mason est un choix de première ronde. 2,29 moyenne de buts alloués, 0,916 pourcentage d'efficacité, 33 victoires. Ce sera peut-être Jacob Dobesh cette année. Qui sait, allons voir si un gardien pourra voler le show aux recrues comme Matthew Schaefer et Ivan Demidov. Troisième tour, Steve Mason. Troisième tour? 69e. Oh ouais, je croyais que c'était un choix de première. Ben, je m'en désole. Au moins, je me suis rattrapé avec le corps 2. Bref. Écoute, nous, on passe à notre segment tour de piste. On va aller chercher Manon, puis on va parler du Grand Prix du Mexique. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Allô. Cette fin de semaine, on se retrouve au Mexique pour le Grand Prix du Mexique. Mais je pense que la grande question du jour et bien sûr du Grand Prix, c'est est-ce que Max Verstappen va continuer sur sa lancée? Parce qu'il y a des chances que ça l'arrive. Il est 40 points derrière Oscar Piastri. Il est 14 points derrière Lando Norris. Et je vais le dire là. Si Piastri finit deuxième tout le restant de l'année avec 5 courses à faire, je vous le rappelle, et que Max termine premier tout le restant des courses, c'est toujours Piastri qui va gagner, mais c'est correct. On peut passer à autre chose, mais il faut que Piastri continue sur sa lancée. D'après les calculs, c'est pas ça. Si, j'ai vu le... C'est pas censé si Verstappen gagne toutes les prochaines courses, il gagne le championnat? Non. Si lui est premier, Piastri est deuxième, selon... Le graphique que j'ai vu, Piastri tout juste devant et Max deuxième. Parce que dans ce que j'ai lu, c'était pas ça. Parce qu'il y a une disparité de 6 points entre la première et la deuxième position. Ouais, et que là, il y a 40 points. Et si tu fais x5, ça fait 30 points. Donc, tu gagnerais juste 30 points sur les 40. Sur l'écart. Il resterait toujours 10 points d'écart entre les deux. Mais il y a encore des courses de sprint. Oui, puis même si les courses de sprint, c'est juste un point de toute façon. Fait que même s'ils les remportent tous... Oui, mais tous les si ne sont pas créés égaux. Non. Et à mon avis, le si de Oscar Piastri finit deuxième pour tous les Grands Prix qui restent est beaucoup plus grand que le si de Max Verstappen qui va finir premier pour tous les Grands Prix qui restent. Fait que t'as plus confiance en Max qui remporte tout le restant de la compétition et je suis 100% d'accord avec... Ah, vous pensez que c'est Max qui va être champion du monde? Max Verstappen. Moi, je vais pas parier contre le GOAT. Non, moi non plus. C'est correct de ne pas parier contre le GOAT. Même avec 40 points de retard, je parie pas contre le GOAT. Moi non plus. C'est pas... ça sera pas évident pour les McLaren qui ont déjà eu beaucoup de difficultés. En plus de ça, Manon, sorry de te le dire, mais Max Verstappen a le plus grand nombre de victoires sur ce circuit-là. Mais c'est pas lui qui a gagné l'année dernière. Non, c'est pas lui qui a gagné l'année dernière. OK, ça, vous avez mis Max dans vos top 3?
Ouais, plus précisément premier. Oui, évidemment. Absolument, merci Phil. Bien sûr. Juste pour. Regarde, fun fact, là, j'ai trouvé ça intéressant. Grâce à la réduction de la pression dans l'air au Mexique, c'est devenu la course la plus rapide de la saison de Formule 1. Ça veut aussi dire qu'il va y avoir du bon contenu. Ça veut aussi dire que les McLaren vont encore clasher et envoyer les deux McLaren au mur encore une fois. Je sais que c'était de la faute de Lance Stroll, OK? Ouais, c'est la faute de votre héros national. Arrête de dire ça. Si, je vais Arrête de continuer. dire ça, c'est tellement faux. Si, c'est votre héros national. Bref, F1. pour plaire à Philippe, c'est Valtteri Bottas qui était le plus vite sur ce circuit-là. Ouais. Nice. Mais il y a fort longtemps. Bon, 2019, là, ça fait quand même 6 ans. Fort longtemps. Fort longtemps, c'est 6 ans, c'est pas pire. En F1, c'est fort longtemps. En F1. Ah, OK, parce qu'en F1, ça fait fort longtemps, mais dans la vie de tous les jours, c'est correct. Quel Grand Prix a encore un record de 6 ans passés? Il y en a très peu. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Mais, C'est pour ça que pour moi, ça bref, fait fort longtemps. Je pense pas que ça va changer parce que Valtteri Bottas, c'est le GOAT. Bon, c'est un circuit encore une fois changer de extrêmement GOAT, technique. c'est toutes les 3 secondes, là. Valtteri Bottas a été fort longtemps, c'est vrai. Oui, Ouais, et puis il a c'est été ça. champion du monde longtemps aussi, c'est ça? Et toujours un Voilà. GOAT. C'est un autre circuit qui est extrêmement technique avec un très long premier secteur qui a une très longue zone de DRS qui va être, encore une fois, bien utilisé par Max Est-ce qu'on Verstappen. peut arrêter avec ça? Non, mais c'est la où ton t-shirt? fébrilité de cette... Ben, je l'ai déjà dit, il est premier sur ma liste, Max Non, Verstappen. non, je te dis, il est où ton chandail, là? Ah, je l'ai pas aujourd'hui. T'as juste le droit de faire ça quand t'auras ton chandail. Ben là, OK. On a déjà divulgaché le tout, moi puis Phil, malheureusement. Moi, je vais vous divulgacher une chose. Je l'ai même pas mis dans mon top 3. Ben voyons donc. Il a remporté 3 des 4 derniers. Ouais, il est ça même veut pas dans le top Pas 3. dire qu'il veut la voiture pour gagner ce Grand Prix. Ben vas-y, c'est qui a la voiture? non, pour mais gagner ce allez, Grand moi j'attends Prix? de... Phil. Pas moi que les moteurs conçus par Honda aussi performent mieux sur ce circuit-là. Ah ouais? Oui, parce que... Ah boy, Phil? Parce que, oui, apparemment que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'il y a moins d'oxygène disponible. Ah Et puis, il y a certains moteurs qui réussissent à faire une meilleure combustion avec l'échappement. une quantité d'oxygène qui est plus faible. OK. Et ça avantage Red Bull et Racing Bulls aussi. Donc, il va y avoir un Racing Bulls dans le top 5 cette semaine. Ah, OK, Pas dans le laquelle? top 3. Pas dans le top Laquelle? 3. Celle de Isaac Hadjar. OK, au moins Ouais. t'as une bonne réponse. Et oui, Isaac Hadjar va être en 5e position. Mais Derrière attendez, mais là, vous oubliez beaucoup de favoris. Hamilton. Derrière Hamilton Tsunoda. 4e. Tsunoda, T'as carrément. mis Tsunoda 3e? Derrière Leclerc. Oh là là. Derrière Max. Maintenant, tu ris, ben, j'ai presque le même top 3 que lui. J'ai mis arrêtez. Tsunoda 3e. Yes! Yes! Non, mais dites-moi que vous vous foutez de moi Non. et que vous êtes genre... Aucunement. Non. Aucunement. Mais attendez, mais... On te ferait jamais ça. La Red, Alors ça, la c'est... Red Bull est juste Ça, c'est supérieure. très, très faux, mais... Ouais. Non, mais non. Ben si, Mais non. Lionel. C'est écrit là sur mon papier, ben, sur mon ordi. C'est Verstappen, c'est George Russell et c'est Yuki Tsunoda. Mhm. C'est ça Où le top 3. Yep. Dans le mur, je t'ai dit, ils sont dans le mur. C'est des flops. Et McLaren sont dans le mur. où sont les Ferrari? Ah, ben, on est d'accord que Oui, moi, ça j'ai performe mis pas les Ferrari 2 et Ferrari. 4. J'ai mis Leclerc 2e, Hamilton Ok. 4e. Ça performe pas Ferrari dans ces derniers instants, Manon. C'est Non, correct. non, Ferrari va avoir une bonne course, par exemple. Il a fini pas. 3e, Charles. Comme... je Ouais, comprends. ok. Lewis a fini où? Bah, il a fini 5, 6. Ouais, il était pas- C'est pas dans le top loin de- 3, ça. Oui, ok, mais C'est Yuki 3e et moi, c'est je vais George pas me Russell. battre avec vous parce Mais que les voitures vont se battre à ma place et Oui. vous prouver que vous avez totalement tort, mais c'est correct. Flop sur McLaren et le top, évidemment, sur le petit Yuki. Son premier. C'est un top Podium. D qui va plus loin que la 8e place, là. Ben oui. Comme il est inexistant. Ben, à partir Même d'aujourd'hui, le mot il va être inexistant est plus existant que Yuki, Et c'est la Red qui a Bull perdu va son faire- siège aussi parce que... Je suis content que Phil est d'accord avec moi. Phil a fait ses recherches. Oui, yes sir. Vous avez regardé la même vidéo qui a dit la même chose, puis vous êtes parti Aucunement. là-dessus. Aucunement, c'est ça le Non. pire. C'est C'est faux. ça le pire. Fait que le top 3 sera composé de qui comme ça, Manon? Vous me décevez, hein. Ben voyons Je donc. suis très déçue. Hein. T'as pris les Le pire- prédictions d'une collègue de travail la semaine passée.
Yeah. Puis elle Bon. était meilleure que la vôtre. Je sais pas, C'est je me vrai. souviens pas de ce que j'ai. Comme, Tout touché, je veux juste touché. pas dire, hein, mais Ellie, en disant Possible. n'importe quoi, elle était meilleure que vous deux C'est réunis. possible. Touché. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée. Alors, bon, hein. Moi, j'avais mis Max premier. Ouais. Donc, non, j'avais bon la semaine dernière. Ouais, moi, j'avais dit ça bien, non? Là, j'essaie de passer vraiment fort à ce que j'ai mis la semaine passée. Bref, passe-nous ton top 3. Oui, j'avais Verstappen premier. Ouais, moi, je l'avais pas. Et puis, Ellie, c'était pas la semaine dernière, c'était 3 semaines passées, mais c'est correct. J'avais aussi mis Anthony dans le top 3. Oui, aussi. Ah, moi aussi. C'est vrai, j'avais mis Russell. Russell premier. Wow. Ok. Ma réflexion est la suivante. C'est un circuit qui est plus favorable pour, même si vous dites le contraire, mais pour les McLaren. Non. Ça a été, Aucune chance. ça a été Tu dit l'as vu la par semaine passée, Red Bull. c'était favorable pour les McLaren dans un C'est circuit deux technique? circuits totalement différents. L'altitude change tout. Veux-tu que je te dise les qu'est-ce qui est 5 pas prochains favorable circuits- pour McLaren? Moi, j'allais dire leur propre écurie pensait clairement qu'il y a du favoritisme pour l'un mais pas pour l'autre, mais ça, c'est autre chose. Mais, ok. Moi, là, pour moi, Max est 4e et pas dans le top 3. C'est comme ça que Ok. je l'ai fait. Norris serait 3e. Ok. Charles. T'as dit quoi? Ciao? Charles. Oui, Charles est 2e. Ouais. C'est correct. J'ai compris ciao, j'étais comme ok. Non. Je sais même plus le droit de Non. parole, c'est correct. Non, juste bye. Bye, tais-toi, on passe à autre chose. Et non, mais comme la Ferrari a déjà montré qu'elle était capable sur ce circuit, tu vois. Puis elle a changé par rapport à l'année dernière. Mhm. Même Charles a l'air vraiment très à l'aise avec la voiture présentement. Il fait quand même des performances. Je pense que c'est un Grand Prix qui pourrait faire du bien à Charles Leclerc puis à Ferrari. Donc, Ok. non, moi, je pense vraiment qu'il pourrait nous surprendre et comme se mettre entre les deux McLaren. Parce que moi, j'ai mis comme Piastri premier. Ouais. Clair, Puis ouais. c'est vrai que oui, il en manque de confiance. Puis je suis pas sûre que les décisions que l'équipe prenne sont les meilleures pour lui. Et comme moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui McLaren est autant dans la merde. C'est juste que au moment où il fallait prendre des décisions d'équipe, ils en ont pas pris. Ils ont décidé de genre non, on les laisse se battre, puis on les laisse avoir un coup c'est l'un qui gagne, un coup c'est l'un qui. Mais finalement, si demain Verstappen gagne, puis il gagne le championnat, c'est là où il faudra dire il aurait fallu des consignes d'équipe il y a bien longtemps. Mhm. Et ce sera le Ouais. cas, fait qu'on va en jaser. Tu penses qu'il va y avoir des consignes d'équipe? Il va non, pas en avoir. ce sera le cas que Tata remporte encore une fois un championnat Mais du monde. S'il le remporte, autant pour lui, puis il aura pour une fois mérité, je trouve, vraiment de gagner parce qu'au moins il Ouf. sera battu, genre, correctement. Comme là, personne va pouvoir dire. S'il le remporte, il n'y a personne qui peut dire que c'est pas le meilleur sur la planète. Avec cette voiture-là, mais- avec cet environnement. Ok, je suis d'accord sur ça. Genre, moi, par exemple, je n'apprécie pas la personne et je pense qu'il n'a pas l'étoffe d'un champion du monde dans son comportement, ok? Sur la piste, c'est un très bon pilote et on ne pourra pas lui enlever. Comme, c'est déjà le cas. Il se bat avec des moyens qui sont comme sa voiture est. En fait, elle est conçue pour lui. C'est ça que c'est. Adjar va normalement chez Red Bull l'année prochaine. Puis je suis juste comme pire décision qu'il ait pris. Genre, c'est un Français en moins en F1 là, comme je dis au revoir, il n'aura pas de carrière. Mais non, mais on va pas se mentir. Comme Red Bull va pas Désolé, changer. Isaac, si tu nous écoutes d'ailleurs. Non, mais on le sait, là, comme il va avoir encore une voiture qui est pas faite pour lui, qui est faite pour un nouveau champion du monde, puis une nouvelle. Non. Je sais pas, on part s'il me contredit totalement l'année prochaine, mais c'est ça que ça va être. Mais non. Et moi, je pense que Piastri va se réveiller cette fin de semaine et ce serait vraiment le fun que le championnat se joue. Puis si ça joue jusqu'à la dernière course, ça jouera jusqu'à la dernière course. Ce serait bien. Au moins qu'il y a du. Tu sais, il y a un peu de compétition cette année comparativement au reste. L'an passé, il y en avait aussi, mais c'était moins intense que cette saison, je crois. Puis j'ai bien hâte de voir comment ça se termine. Puis hâte de voir Yuki sur le podium aussi, bien sûr. Non, il n'y a aucune chance. J'aimerais vraiment pour lui, puis ce serait vraiment good qu'il ait une voiture et qu'il arrive enfin à avoir un podium. Enfin, avoir une place décente, ok? Même si c'est pas un podium, mais juste voir deux Red Bull sur le devant de la scène pour une fois. On va pas se mentir, là. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Même si la voiture est techniquement favorable, elle est
Toujours sur la piste. Señor Oscar, champion de Mexico, no bueno. Wow. Pourquoi on est passé en espagnol Parfait. et Non, mais Oscar j'adorais ça. gagne? Bref, tout ce beau stuff-là va se jouer dimanche, bien sûr, pour la course. Les pratiques ne sont pas encore faites, d'ailleurs. On n'a aucune même indice de ce qui va se passer. Côté sporadique, Phil, cette semaine, j'ai décidé d'y aller short and sweet. J'en ai parlé avec Manon hier aussi. Lionel Messi qui va signer jusqu'en 2028 à l'Inter Miami jusqu'à l'âge de 41 ans. Et là, la question a été posée ensuite. C'est probablement un des joueurs les plus vieux à avoir joué à un certain niveau. Évidemment, la MLS, le niveau qui augmente année après année, mais pas encore rendu au même niveau que le top 5 européen. Oui, mais il joue maintenant dans des championnats avec des gros clubs. Vu qu'il y a la Coupe du monde des clubs et ainsi de suite. Comme ils sont quand même... Ils sont pas juste dans leur coin puis on les voit jamais. Là. Comme ils commencent à... L'Inter Miami devrait pas être dans la MLS en général. Là. Alba, Suarez, Busquets, Messi, ça comme... C'est un peu... Mais on s'entend injuste, que c'est un club qui est géré par quelqu'un qui a de l'argent. Du coup, tu peux aller chercher... Léo aussi fait partie des gens qui ont l'équipe. Oui. Il y a des parties dans l'équipe. Fait qu'évidemment, ça va être ses amis qui vont le joindre. Mais bref, il va jouer jusqu'à l'âge de 41 ans. Puis je trouvais ça intéressant de le dire un peu, de le mentionner aux gens. Des fois, on oublie que... on pense à la nouvelle génération avec les Kylian Mbappé, les Ousmane Dembélé, les Lamine Yamal et compagnie, mais on oublie que des légendes comme Lionel Messi évoluent dans le territoire nord-américain, puis tu peux aller le voir à Montréal si tu veux pour un petit match MLS. Mais c'est ça, c'est confirmé. Lionel Messi signe jusqu'en 2028. Phil, t'as de l'air à vouloir rire. C'est OK. J'ai vu, puis c'est vraiment très drôle. Oui, et c'est très drôle, mais je sais pas si c'est très sportif, mais c'est quand même quelque chose à... Il y a de l'athlétisme, je pense, d'impliquer dans la chose. Mathieu, est-ce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire de tailler des citrouilles à l'Halloween? Est-ce que c'est pas mon domaine de prédilection, non? Est-ce que tu l'as déjà fait une fois, moi? Oui. Je suis horrible à la chose. C'est pas mon domaine. Ouais. C'est vraiment simple pourtant. Ouais, je sais pas pourquoi. C'était beaucoup de jugement de ma part, mais. Non, ça va. C'est un couteau, puis. Ouais, non, mais l'idée que ça soit beau, c'est pas. Et j'assume que tu vas. Ici, ça n'a pas besoin d'être beau. Nice! Oui, mais tu as essayé de tailler une citrouille, ça, je pense que non. Tu as essayé de tailler une citrouille puis te rentrer dedans après. Non, parce que tu vas me dire, une citrouille, c'est pas assez gros pour que je me rentre ma dedans. Tête. Oui, peut-être tu peux fitter ta tête. Oui. Mais les participants, Mathieu, de la West Coast Giant Pumpkin Regatta se rentrent jusqu'au bassin dans des citrouilles énormes. Et puis, ces citrouilles-là sont destinées à être des engins flottants qui vont circuler dans un fleuve, Mathieu, aux États-Unis. Ça se passe en Oregon, cette histoire-ci. Je pense qu'il y a une compétition du genre aussi au Québec également, puis à Halifax. Voilà, donc c'est tout récemment que ça a eu lieu, cet événement qui est attendu de plusieurs. C'est un événement qui a quand même gagné beaucoup en popularité du fait que c'est très loufoque aussi. Les citrouilles sont énormes, 600 à 1600 livres pour une citrouille. Ensuite, il y a des scies qui sont utilisés justement pour en retirer le sommet pour que les compétiteurs ensuite s'insèrent dans l'habitacle de leur engin flottant. Habitacle, carrément. Non, c'est de pas leur vraiment engin flottant. Écoute, j'ai peut-être... Ouais, j'ai peut-être ambitionné un petit peu avec ce terme-là, mais garde, tu comprends mon... C'est vraiment très mignon. Oui, c'est très mignon, en effet. On dirait des petits canards flottants. Oui, c'est vrai, ça ressemble un petit peu des canards. Et ces citrouilles ne peuvent être équipées d'aucune forme de moteur ou quoi que ce soit. La seule poussée doit provenir de la rame qui est fournie aux participants. Et c'est ça, il y a des citrouilles de toutes les tailles. Donc, les citrouilles les plus pesantes, là, commencent à l'avant parce qu'elles sont plus difficiles à mettre en marche.
marche, je sais pas, mettre en mouvement, là, comme vous voulez. C'est pas un moteur, je le rappelle. Et par la suite, il y a les citrouilles un peu plus légères qui sont derrière. Et cette année, Mathieu, il y a un homme du nom de Gary Christensen qui arrivait avec de grandes ambitions. Évidemment, tous les partisans sont déguisés parce que c'est une course à thématique un peu Halloween, évidemment, avec les citrouilles. Et lui arrive avec clairement un sérieux qui est implacable, Mathieu, parce qu'il est déguisé comme Buddy de Elf. Nice. Ça, c'est une menace pour tous les autres participants parce que ce lutin-là est de taille démesurée et il est capable de manœuvrer une citrouille, je crois. Est arrivé là avec des grandes ambitions cette année. Il a dit qu'il avait fait un entraînement quand même rigoureux avant la compétition également. Quelques semaines avant, commencer à soulever ses haltères un peu, s'assurer que la forme était là, qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Mathieu, c'est quand même une course d'un quart de mille quand même. Donc, c'est assez long. C'est une course d'endurance et il y a des réels dangers pour les participants également, puisque c'est possible à tout moment de chavirer dans sa citrouille, de tomber à l'eau. Aussi, apparemment, qu'une des préoccupations premières de cette course-là, c'est les crampes aux jambes, Mathieu, parce que c'est pas nécessairement comme je disais, un habitat qui est très confortable. Donc, il arrive que les jambes commencent à cramper au milieu de la course. Puis à ce moment-là, il faut aller puiser dans les réserves. Là. C'est là que les champions sont faits, Mathieu, bien entendu. Oui, dans les crampes de jambes. Oui, c'est ça. Perdre le sérieux. Et je pense que la citrouille la citrouille de M. Christensen était autour de 900 livres, donc une citrouille de taille de poids médian. Là. Ben oui, clairement. Et il a réussi à tout surmonter cette année avec sa citrouille. C'est lui qui en est ressorti champion, éventuellement, Mathieu. Et il est arrivé aussi, respect aussi à ce compétiteur-là, son snack d'avant-match, c'était du spaghetti avec du sirop d'érable et des bonbons comme le vrai Elf. C'est phénoménal. Bref, il avait toute la recette pour gagner et c'est le genre d'histoire qui me fait beaucoup rire. Mais quelque part, il y a un petit exploit sportif là-dedans aussi, je présume. Donc voilà. Félicitations au faux body, man. Oui, au faux body, Christensen, qui est devenu champion de la course à la citrouille cette année. Donc, quel homme. Voilà. Quel homme. C'est quelque chose d'autre à mettre dans ta cuisine, ça. Côté 3 étoiles de la semaine, cette semaine, Phil, ce sera presque 100% canadien. Tu regardes, il a son bol de spaghetti. C'est tellement mignon. T'es entouré de jeunes en plus, comme si... le pauvre. Ma troisième étoile, c'est Jacob Dobesch. Phil, 3 victoires, aucune défaite. T'as oublié les 3 étoiles. Il y a eu de l'adversité aussi dans sa victoire parce qu'il avait fait pousser ses propres citrouilles, mais ces citrouilles ont été frappées d'une fungal disease, donc une maladie. Une espèce de moisissure dans sa citrouille. Et donc, il a dû emprunter la citrouille de son voisin. Parce que son voisin aussi pousse des citrouilles de 3000 livres. C'est parfait, ça. Apparemment que c'est une chose standard. En plus, tu dois faire pousser ta propre citrouille. Ben oui, c'est ça l'idée. Mais t'as vu, c'est trop difficile. On peut pas participer. Clairement pas quand ton voisin aussi n'en pousse. Quelles sont les chances? What? Quelles sont les chances de ça? C'est incroyable. Imagine que genre demain, on veut participer à ça, Mathieu. Ça veut dire qu'on doit faire pousser nos propres citrouilles. Ça un an d'avance. On peut pas faire ça demain. Tu le pousses avec quoi? De l'engrais de Hulk? Genre, il n'y a pas de manière qui va grossir. Mais surtout, il n'y a pas de manière qui est ça chez moi. J'habite pas dans un palace pour réussir à faire. Je pense que ce serait chez Phil. Bref, Jacob Dobesch qui est ma troisième étoile. Jacob Dobesch sera ma troisième étoile cette semaine. Rendement 3-0. Ouais. Rendement 3-0, 1.46, 9.50 d'efficacité. Je crois qu'il mérite d'être troisième. Non, c'est Ta troisième étoile, Phil? Calvin Heimberg a remporté le championnat de golf. Le championnat de fin de saison du objet volant panier chaîne. Deuxième étoile de la semaine sera les Blue Jays et les Dodgers pour leur apparition en série mondiale. Je pense que ça va de soi, aucune explication nécessaire. All right.
Tu sois le finaliste du même tournoi de disc golf. Non, regarde. Là Mathieu, tu me sous-estimes. Je trouve que je fais des bons efforts de diversité dans cette émission. Je viens de parler d'une course de citrouille. Ma deuxième étoile cette semaine, c'est Lia-Monica Fontaine, qui est médaille d'argent aux mondiaux de gymnastique à 16 ans seulement, originaire de Vaudreuil-Dorion. Et c'était à l'épreuve de table de saut. Table de saut, pardon. Tu vois, t'as été mauvaise langue. En Indonésie. Hein? Tu vois, t'as été mauvaise langue. Mauvaise langue? Mauvaise langue. Bah ouais, il est carrément allé en gymnastique, là. Ouais, t'as été en gymnastique, toi? Non, mais attends, gars. J'étais encore... Tu vas adorer ça. Josh Liendo, Manon. Ben là, moi aussi. C'était sérieux? Oui. Record du monde petit bassin au 100 mètres en 47-68 pour la Coupe du monde de natation. Évidemment, elle l'a fait en papillon, là, pas en libre. Mais quand même, un Canadien qui remporte un Canadien qui remporte la Coupe du monde de natation. Et Phil qui l'aurait promis aussi. Félicitations, Phil. Fier de ouf. Merci, c'est gentil. C'est ce qui va terminer ce 78e épisode de Dans les Gradins ou l'épisode où je mène 21-10 au Paris LNH. Donc, encore un but de Ben Kendall hier. Et puis, l'avance qui est de 11 points maintenant. Donc, ça a été une bonne semaine côté Paris sportif pour moi. C'est quoi ta question déjà? Pierre-Édouard Bellemare, oui, j'espère que... Oh my God, j'espère que vous allez passer une merveilleuse fête de soirée. Sur ça, je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify ou peu importe la plateforme que vous voulez côté audio. Et bien sûr, sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.